Bam! Ce week-end, on a de la bagarre en poésie assurée avec la revanche d'un superbe combat très compétitif de 2023 entre Justin Gaethje et Rafael Fiziev. Ils s'étaient échangés pile poil 200 frappes significatives en 15 minutes sans jamais reculer, sans jamais tomber. Ce samedi, ils remettent le couvert en co-main event de l'UFC 313 dans un affrontement à ne manquer sous aucun prétexte. L'analyse, c'est maintenant. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Sous Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Dois-je réellement commencer par expliquer en quoi ce combat est intriguant et en quoi ce combat est intéressant? L'intrigue est clairement posée sur le fait que ce soit un rematch, donc les ajustements représentent les points d'interrogation, en plus des facteurs X d'un côté, d'un retour d'une blessure et d'une longue absence de 1 an et demi, et de l'autre côté, le retour après 1 an d'un très très sale KO. Au-delà de ça, l'intérêt est clairement porté sur le fait que ça soit un potentiel combat de l'année, tout simplement. À eux deux, ils ont cumulé 19 bonus en 22 combats cumulés. Ça fait 86% de bonus, alors qu'un combattant moyen, on va dire, va obtenir 15% de bonus. Un bonus sur 15% de ses combats, puisque on a 4 bonus par soirée, 2 performances et un Fight of the Night sur 13 combats, donc sur 26 athlètes, ça fait 15% grosso modo. Quand on a 2 athlètes qui ensemble tapent 86%, c'est énormissime. On a déjà vu ce que ça donne l'un contre l'autre, c'était dingue. Et je suis méga excité par ce combat. On va l'analyser juste après le Tale of the Tape. Rafael Fiziev pointe aujourd'hui à la 11e place du ranking UFC et la 15e place du classement Fight Mind dû à son inactivité pour blessure. Il possède 12 victoires en 15 combats professionnels et un palmarès de 6-3 à l'UFC. Avec 8 victoires par KO et 1 par soumission, Rafael Fiziev finalise 75% de ses victoires. Justin Gaethje est numéro 3 à l'UFC et 4 chez Fight Mind. Il a gagné 25 combats sur 30 et 8 sur 13 sous la bannière de l'UFC. L'homme aux 13 bonus sur 13 combats a remporté 21 combats avant la limite, soit 84%. Malgré 8 cm de plus que Rafael Fiziev, Justin Gaethje a 4 cm d'allonge en moins. La statistique intéressante de ces guerriers est leur striking differential négatif malgré un palmarès positif à l'UFC. Justin Gaethje se fait toucher 7,46 fois à la minute et frappe avec succès 6,78 fois par minute. Fiziev touche 4,90 fois et encaisse 4,97 fois à la minute. Ça frappe dur, ça encaisse dur, c'est le résumé de ce combat. Rafael Fiziev avait battu Bobby Green en 2021 pour une 4e victoire consécutive, puis Brad Riddell par spinning wheel kick au 3e round la même année, avant de terminer Dos Anjos dans la 5e reprise pour s'officialiser et s'installer comme le meilleur Rafael de l'UFC. Cette belle série de victoires a été stoppée par Gaethje à la décision majoritaire qui précédait sa défaite sur blessure contre Mateusz Gamrot en septembre 2023, soit il y a 1 an et demi. Justin Gaethje avait battu Michael Chandler pour obtenir sa 2e chance au titre, en vain face à Charles Oliveira. Il a bien rebondi face à Fiziev pour ensuite prendre sa revanche et la ceinture BMF au passage sur un sublime high kick contre Dustin Poirier. Ceinture qu'il perd lors de sa dernière sortie à l'UFC 300 aux mains de Max Holloway sur l'un des KO les plus spectaculaires de l'histoire du sport. Sur 1300 votes au moment de l'enregistrement, on a 60% de notre communauté qui voit une répétition du côté de Justin Gaethje qui passerait donc à 2-0 contre Rafael Fiziev. On va commencer par décrire qui est Rafael Fiziev. C'est un bloc le gars. Pouah, il est pas grand pour la division, mais il est stock, il est vraiment stock. Et j'ai envie de dire, sa manière de combattre correspond à sa morphologie sous la description que je viens de donner. Dans le sens où ça frappe dur, ça frappe sec, ça bosse en combo, court, serré, simple mais efficace, qui cherche à mettre KO, qui cherche à faire mal en tout cas. C'est très difficile de le mettre au sol, en tout cas avec de la force. J'ai l'impression que si on veut l'amener au sol, ce qui est ça a été rarement fait à l'UFC, c'est plus avec un effet de surprise d'un côté et avec une certaine finesse, vraiment avec une technique originale. Quand on essaie d'aller physique contre lui, ça passe pas. Il a vraiment une solide défense en lutte. Alors il encaisse bien,
Il encaisse très très bien, il encaisse même pour remiser. Donc c'est le genre de gars, j'ai l'impression, si on le frappe, on risque de se faire mal à la main. Il est solide, et puisqu'il est solide, ben, ça lui permet de rester à une distance assez rapprochée. C'est une de ses méthodes pour couvrir la distance. Comme je le disais, il est relativement petit pour la division. Donc il a besoin de systèmes justement pour casser cette distance et se retrouver dans une zone où lui peut aussi toucher son adversaire. On l'a vu statistiquement, il se fait beaucoup toucher, mais c'est sa façon à lui d'avoir l'opportunité de toucher son adversaire. Et comme on le voit quand les stats en général de combattants, que ce soit pour Gaethje ou pour Fiziev, quand on voit que la stat où ils encaissent plus que ce qu'ils ne touchent, mais ils gagnent la plupart de leurs combats, c'est parce qu'ils ont cette logique de toucher plus fort. Donc, en pied-point, il y a cette... voilà, on dit souvent ce slogan qui vient aussi de la boxe anglaise, c'est l'art de toucher sans se faire toucher. C'est pas toujours le cas. Si on veut gagner au volume, c'est clairement ça la voie à prendre. Si on part du principe qu'on touche à intensité égale son adversaire, ben, il faut toucher plus et on va gagner le combat. Si on sait plus toucher, il faut faire la différence sur l'impact des frappes. Et ça, c'est clairement l'approche en pied-point de Rafael Fiziev et de Justin Gaethje. Et c'est pour ça que quand ils se rencontrent, c'est plaisant pour les fans. Non seulement pour les fans, comme on dit, de violence et d'action, mais aussi pour les fans de technique et stratégie, parce qu'ils le font avec un haut degré de qualité. Et c'est la raison pour laquelle j'entendais Justin Gaethje faire une interview il n'y a pas si longtemps en disant depuis que je suis rentré dans le top 5 à l'UFC, j'y suis resté. J'ai pas bougé de ce top 5. Et c'est vrai que c'est un sacré argument sur le narratif, certes, mais c'est un sacré argument pour dire ce mec est de très haut niveau. Alors, en plus de ça, du côté de Fiziev, on a un jeu qui peut être construit sur des feintes. C'est pas seulement quelqu'un qui est tout le temps dans l'action, tout le temps dans la recherche à arracher une tête. Il essaye de construire son jeu sur base de feintes pour trouver ses ouvertures. Donc, comme je viens de le lire, il y a vraiment une qualité à son pied-point. C'est pas juste de la bagarre. Et ça va donc plaire à tous les fans. Et alors, il y a une stat que moi, je kiffe personnellement. Je vais laisser un petit blanc parce que ceux qui suivent Fight Minds depuis longtemps, vous savez très bien quelle stat je vais sortir maintenant. Moins de 50% de ses frappes vont à la tête. 45% de ses frappes, c'est à la tête. 37% de ses frappes vont au corps. 18% de ses frappes visent les jambes. Alors, il est vraiment bon. Hein. Donc, niveau faiblesse, forcément, on n'a pas vu grand-chose de ce que ça donne au sol, du côté de Fiziev. De l'autre côté, ce qui est plus visible, donc là, on ne va pas dire que c'est une faiblesse, son grappling, c'est plus un point d'interrogation. On part du principe que c'est une faiblesse parce qu'on le considère comme un striker et on spécule sur le fait qu'il entraîne plus son pied-point que son sol. Donc voilà, point d'interrogation, probablement une faiblesse, son grappling. Mais ce qui a déjà été visible, c'est son cardio ou sa gestion d'énergie. Ça lui a déjà fait défaut, surtout contre Bobby Green, parce qu'à l'époque, il s'appelait encore Bobby Green, celui-là. Fiziev a fait un 3e round qui était sacrément en déclin. Contre Justin Gaethje, les 2 premiers rounds sont ultra compétitifs, le 3e ne l'est pas du tout. De l'autre côté, certes, comme contre-argument, il a un finish au 3e round sur Brad Riddell. Il a un finish au 5e round contre Rafael Dos Anjos. Ceci étant dit, même contre Rafael Dos Anjos, quand on regarde les stats, 1, 2, 3, c'est grosso modo le même volume, et puis le 4, ça diminue, et le 5, ça termine. Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'il est encore capable de finaliser un adversaire dans le 3 ou dans le 5. Ici, en l'occurrence, ce sera un combat en 3 rounds, donc c'est ce qui nous intéresse. Mais voilà, s'il y a une faiblesse qu'on a déjà notée, c'est vraiment qu'il utilise beaucoup d'énergie sur les 2 premiers rounds, et que plus le combat avance, plus sa qualité de jeu diminue, son côté dangereux diminue, même s'il faut toujours faire gaffe parce que ça reste un opportuniste, surtout dans le département du pied-point. Je vais vous décrire Justin Gaethje juste après avoir remercié notre sponsor principal Unibet.fr. J'aimerais prendre un court moment pour remercier notre sponsor principal Unibet.fr. C'est grâce à nos sponsors que nous pouvons produire ce contenu et le mettre gratuitement à votre disposition en enlevant les ads sur les différentes plateformes. Unibet.fr est le site qui vous offre les meilleures cotes sur les combats de MMA. Au vu des dangers des jeux d'argent, on vous invite à vous inscrire uniquement si c'est avec une approche ludique et récréative. Budgétez et voyez ça comme une opportunité de vous renseigner davantage sur le sport qui vous passionne. Obtenez un free bet allant jusqu'à 100 € en passant par notre lien en description lors de votre inscription. Justin Gaethje, c'est l'homme aux 10 low kicks par round. Il combat souvent comme le fou du bus. Il envoie des patates de camionneur sans craindre celle qu'il va prendre en retour. Puis de temps en temps, il nous sort des prestations plus mesurées. Alors attention, quand je dis mesuré, ça ne veut pas dire que ça va diminuer son volume de jeu. C'est juste qu'il sera plus calculateur, il sera plus technique peut-être. Il sera moins là pour arracher une tête, mais juste pour gagner son combat.
Et franchement, quand il y a cette version-là de Justin Gaethje, il fait du bon taf. Alors, je ne l'ai pas noté dans les Factor X que je vais aborder un peu plus tard dans le podcast, mais j'ai cette petite crainte. Je l'ai entendu dans une interview dire quelque chose du style ouais, avant, je venais dans la cage et j'étais ultra agressif, j'ai perdu de mon agressivité, ça s'est retourné contre moi. Et je suis pas spécialement d'accord avec ça parce que clairement, quand il est arrivé à l'UFC, il a combattu comme un psychopathe. Ça a bien fonctionné dans certains combats, mais ça a très mal fonctionné dans d'autres combats. Même dans les combats où ça a bien fonctionné, comme ses débuts à l'UFC contre Michael Johnson, ça aurait pu sacrément se retourner contre lui. Et au final, sa plus belle série de victoires, c'est, on connaît tous cette anecdote, en tout cas pour ceux qui suivent le MMA depuis cette époque-là. Après ces 2 défaites consécutives contre Alvarez et contre Dustin Poirier la première fois, l'histoire dit qu'il est allé chez Trevor Whitman en disant « Ok, j'avais ce style Monsieur Highlight, son surnom. Non, ça c'est... Qu'est-ce que je raconte moi Si, dit Highlight. Je voulais pas combattre pour la victoire, mais pour la performance. Maintenant, j'ai envie d'être champion. » Et quand il a dit ça à Trevor Whitman, ils ont un tout petit peu revisité son jeu. Et c'est là où il a fait une série de superbes victoires. Je me rappelle plus de l'ordre, mais on a James Vick, Edson Barboza, Donald Cerrone, et puis sa masterclass à partir du 3e round, surtout contre Tony Ferguson. À partir du 3e round, parce que sur les 2 premiers, il y a un peu ce défaut de Justin Gaethje de vouloir arracher une tête à chaque frappe, qui était là pendant les 10 premières minutes de combat. Et au moment où Trevor Whitman lui a dit entre le 2e et 3e round, retire 20% de ta puissance pour pouvoir mieux le toucher, pour pouvoir mettre l'accent plus sur la précision, il a cartonné la suite de son combat. Et je trouve que ça, c'est la meilleure version possible et imaginable de Justin Gaethje, à l'image de son 3e round contre Fiziev, qui était bien meilleur que le 1 et 2, où ils cherchaient mutuellement à s'arracher la tête, et on parlera de ça dans les game plans. Donc, pour continuer la description de Justin Gaethje, c'est un lutteur de base qui n'utilise pas du tout sa lutte, mais bon, ça lui sert dans sa lutte défensive, on va dire. Honnêtement, son combat contre Khabib, je sais qu'il se fait amener au sol, mais sa défense de lutte sur les 4 premières minutes est absolument exceptionnelle. Alors, frapper fort, c'est sa passion, ça je l'ai déjà dit. J'ai envie de dire, il a une influence, Trevor Whitman, qu'on ressent quand même sur le footwork, les déplacements. Quand on regarde vraiment les moments creux de ses combats, il est plutôt léger sur ses appuis. Il fait des mini sidesteps. On voit qu'il essaye peut-être un peu d'absorber. Il y a du footwork offensif qui est de temps en temps intéressant sur des switches, des blitz. Alors, le problème, c'est que son footwork avant une attaque est très propre. Par contre, une fois qu'il a attaqué, il est complètement déstabilisé, il perd son équilibre, déséquilibré. Donc voilà, il y a des petits éléments quand même dans le détail sur lesquels il faut travailler. Je pense que Trevor Whitman lui apporte justement cette nuance, cette technique dans le détail, mais c'est pas encore parfait parce qu'il y a son mental qui de temps en temps prend le dessus et ça fait pas spécialement bon ménage à tout moment. Il y a des moments où ça fonctionne bien et puis le moment où il veut arracher une tête mais en faisant un footwork de qualité, ça fonctionne juste pas. Alors forcément, quand on pense Justin Gaethje offensivement, en tout cas, c'est overhand, crochet, low kick, récemment uppercut, et on espère le voir de plus en plus utiliser son jab parce qu'il a franchement un très très bon jab. Alors sa faiblesse, là aussi, quand il se retrouve sur son dos, vraiment, c'est un poisson hors de l'eau dès qu'il se retrouve sur son dos, et c'est difficile de le mettre dans cette position-là, surtout. Il peut être mis sur son dos et se relever assez rapidement. Mais si on arrive à le mettre sur son dos, à prendre du contrôle pendant 30 secondes, c'est à partir de ce moment-là où c'est une galère pour lui. Et puis, j'en ai déjà parlé, mais quand il s'emporte, je trouve que c'est vraiment... il surengage, il perd position, il se fatigue, il pourrait se frustrer, il s'ouvre au contre. Il va même aller jusqu'à perdre le focus de sa victoire dès le moment où je sais plus c'est dans lequel combat, mais il envoie un direct puis un crochet, limite il fait un 360 sur lui-même et on sent que les 30 secondes qui suivent, il est pas perturbé, mais il a envie de récupérer la frappe qu'il a ratée. Et ça, c'est pas focus victoire, c'est focus performance, prestation, ce genre de choses qui est pas toujours idéal quand on est dans le top d'une division aussi solide que celle des lightweight. Alors, en termes de facteur X, on en a plusieurs. Donc évidemment, la blessure et le layoff de Raphaël Fiziev. Il a eu torn ACL, donc une déchirure du ligament antérieur. Vous me direz en commentaire si je me suis gouré sur la traduction. Donc, d'après mes renseignements, ce genre de blessure, on va parler de 6 à 9 mois de repos et de récupération après l'opération, ce qui signifie aussi de se remettre dans le bain progressivement. Mais voilà, la blessure était il y a 1 an et demi.
ce qui signifie qu'au pire, il a eu 9 mois pour et se remettre dans le bain, et se remettre dans un training camp, et revenir à 100%, et retrouver son ancien niveau. Donc personnellement, je pense que Fiziev a été intelligent sur sa timeline. Je pense qu'il a été professionnel dans son approche de la blessure, et je vois pas ce facteur X comme impactant dans cet affrontement. Alors, le deuxième facteur X, évidemment, c'est le KO qu'a mangé Gaethje contre Max Holloway. Personnellement, j'ai beaucoup aimé qu'il attende volontairement presque un an, avant de revenir à la compétition. Il y a une interview de lui où il explique pourquoi, et j'ai trouvé ça très mature. Et c'est pour ça que je fais un point d'honneur aussi à en parler dans ce podcast. C'est parce que ça devrait être monnaie courante. Ça devrait être plus fréquent qu'après un KO. Les athlètes n'aient pas peur de prendre une période prolongée pour vraiment revenir, pour laisser le cerveau se reposer. Parce que ce qu'on oublie souvent dans ce genre de situation, c'est les gens disent « Ouais, c'est bon, il peut revenir après 6 mois. Au pire, c'est 2 KO sur 6 mois. » Ouais, mais tu reviens pas les mains dans les poches dans un combat. Il y a ta préparation. La préparation, chez la plupart des combattants de ce niveau-là, il y a des sparring durs. Il y a des efforts à haute intensité, ce qui fait bosser le cerveau, ce qui donne absolument aucun repos. Il y a le weight cut qui est pas bon non plus. Donc voilà, il y a tout ça à considérer. Donc j'apprécie quand il y a des combattants de haut niveau qui prennent ce temps de repos, et surtout que Justin Gaethje, alors ouais, il a un gros kilométrage, beaucoup de ses combats sont des guerres, donc ça s'entend. Mais voilà, c'était le premier KO clean qu'il prenait dans sa carrière, et c'est pas souvent qu'on entend un combattant prendre son premier KO clean à l'âge qu'il a, au kilométrage qu'il a, se dire je vais attendre un an. La plupart diraient ah ouais bon, moi je suis sur mes dernières années, donc il faut pas perdre de temps. Donc voilà, je voulais insister là-dessus. Et donc encore une fois, comme il a attendu si longtemps, je pense pas que ça va l'affecter tant que ça. Je pense que ça reste un guerrier dans l'âme. Il va pas avoir des flashbacks de ou non, ou de prendre peur des coups, ce genre de choses. Donc encore une fois ici, je pense pas que ce soit un facteur X qui a son importance. Encore une fois, ici, c'est que mon avis. La raison pour laquelle je donne des facteurs X qui, selon moi, n'ont pas beaucoup d'influence, c'est parce que ça mérite d'être noté, et peut-être que dans les commentaires, vous allez me contredire ou vous faire votre propre opinion. Au final, c'est ça l'importance ici. C'est moi, je donne mon opinion, mais prenez pas ça comme des faits non plus. Hein. C'est une grosse différence. Alors, dernier facteur X qui est peut-être le plus intéressant, c'est le short notice. Donc, d'un côté, on avait Justin Gaethje qui se préparait pour une guerre contre Dan Hooker sur 5 rounds. Le combat ici est en 3 rounds, donc on a un Gaethje qui se préparait vraiment pour du 25 minutes, donc il va, à mon avis, être vraiment prêt sur du 15. Quand on voit la tournure de leur premier combat, ça peut être un facteur X qui va encore plus à son avantage. Ceci étant dit, Fiziev, selon moi, il a faim depuis très longtemps. Je pense que c'est il y a 1 mois et demi, il a vraiment fait une sortie sur Twitter pour dire qu'il cherchait un adversaire, que ça le frustrait parce que les gens le refusaient, etc., etc. Donc je pense qu'il était vraiment en mode préparation, prêt à prendre un short notice. Donc en termes de conditionnement et tout ce qui s'ensuit, je pense qu'il sera quand même au top. Alors les deux se sont déjà affrontés, donc en termes de short notice, adaptation, etc., l'un comme l'autre, ça va. Je veux dire, Gaethje se préparer à Dan Hooker, c'est pas le même format, c'est pas la même morphologie. Ça reste du striker contre striker, donc Gaethje était déjà dans une préparation, on va dire, un peu adaptée. Fiziev, à mon avis, il se préparait de manière générale. Et le fait que ce soit un rematch d'il n'y a pas si longtemps que ça, en plus, avec deux gars qui sont plus sur une fin de carrière que sur un début de carrière, c'est pas le genre de moment où les mecs vont avoir du renouveau de dingue dans leur jeu. Donc moi, c'est plus sur l'aspect voyage que je vais considérer le côté short notice. Justin Gaethje, déjà, tout était organisé. Il savait où il allait combattre, il savait quand il allait combattre, son poids était déjà en descente, etc. Rafael Fiziev, voilà, il a un voyage organisé en dernière minute avec un cut à faire qui, à mon avis, devra être partiellement géré dans l'avion et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, c'est pas un gros facteur X, mais si je dois pencher d'un côté, je pense que ça avantage légèrement Justin Gaethje. Allez, avant le game plan, on prend du temps pour faire son stock de produits Nutrimuscle, notre nouvelle marque avec laquelle on s'est affilié. Et l'objectif ici, c'est de tous ressembler à Rafael Fiziev d'ici l'été, parce que le Summer Body, on va appeler ça le Fiziev Body,
Ça commence maintenant. Nous sommes fiers d'être ambassadeurs de Nutrimuscle. Nutrimuscle a depuis 1993 une mission claire, rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients requis. Par exemple, leur whey nature n'a qu'un seul ingrédient, leur créatine n'a qu'un seul ingrédient, leur collagène n'a qu'un seul ingrédient. Et c'est tout. Nutrimuscle a une large gamme de produits qui permet de répondre à chacun de vos objectifs. D'optimiser votre santé en général à maximiser les performances sportives en passant par la prise de masse ou la sèche, tout y est. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction de 5% via notre code NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. On est à la phase game plan. Donc, évidemment, quand il y a un rematch et surtout qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps écoulé entre le premier et le deuxième, l'analyse se base quasi essentiellement et exclusivement sur ce qui s'est passé dans le premier combat. On regarde ce qui s'est bien passé pour l'un et pour l'autre et ce qu'ils doivent essayer de continuer à faire. On regarde ce qui s'est moins bien passé et ce qu'il faut éviter de faire par conséquent. Et puis, on essaye d'imaginer aussi s'il y a des ajustements qui n'ont pas du tout eu lieu dans le premier combat, qui peuvent être faits dans le deuxième pour s'assurer ou maximiser ses chances de victoire. Donc d'abord, en termes de points communs, et ça c'est marrant parce que j'ai écrit ça après avoir regardé un round et demi, je pense, et après je me suis dit tiens, l'ajustement a été fait d'un côté, mais donc voilà, il y a 3 points communs sur lesquels les deux peuvent travailler pour cette revanche. Alors le premier que j'ai mis, c'est mieux construire le jeu, des frappes pour toucher, pas pour arracher. Et le deuxième point que j'ai mis, c'est utilisation du jab. Alors c'est assez marrant parce que j'ai écrit ça avant le troisième round, et dans le troisième round, on voit clairement que c'est les 2 ajustements de Justin Gaethje et ça fait toute la différence. Donc j'avoue, bon, je me jette un peu des fleurs là, mais j'étais assez content de voir que cet ajustement avait été fait dans le troisième round parce que pour être honnête, autant j'avais kiffé ce combat, autant je l'ai regardé en live et je l'ai plus vu depuis et j'ai pas une super bonne mémoire sur les détails. Donc voilà, j'avais oublié que le troisième round se déroulait de cette manière et que c'était vraiment des ajustements techniques qui avaient donné le large avantage à Justin Gaethje sur les 5 dernières minutes de combat. Alors le dernier point que j'ai noté, c'est sur la gestion de l'espace. Essayer de pousser son adversaire à la cage parce que l'un comme l'autre, on a eu une guerre, mais surtout sur le premier round, c'était beaucoup de j'engage, tu désengages, tu engages, je désengage, etc. etc. Ce qui signifie que tant qu'il y a de l'espace derrière, on a cette opportunité de désengager. Si l'un ou l'autre arrive à mettre son adversaire proche de la cage, il peut lui enlever cette option de désengager et le mettre un peu face à une situation dans laquelle il ne veut pas se retrouver. Donc je pense que ça, c'est les 3 gros points d'amélioration d'un côté comme de l'autre. Comme j'ai dit, ils ont commencé ce combat pour s'arracher la tête et ça manquait de précision. Et en plus de ça, c'est vrai que je ne l'ai pas noté dans les forces des deux, mais ils ont tous les deux un sacré menton. C'est très difficile de les sortir d'un combat. Ils ont déjà pris des parpaings et ils sont restés dans le combat. Donc au final, c'est pas une carte sur laquelle je miserais beaucoup personnellement. Si j'étais dans le camp Gaethje ou dans le camp Fiziev, je viendrais pas en mode je vais mettre ce gars KO. C'est vraiment je vais venir pour prendre minimum 2 rounds sur 3. S'il y a un finish, tant mieux. Mais si je viens pour lui arracher la tête et que ça fonctionne pas, ça risque de se retourner contre moi. Je pense que Fiziev, ça s'est retourné contre lui sur l'énergie et Justin Gaethje, ça aurait pu se retourner contre lui sur des gros contres. Donc l'un comme l'autre, c'est vraiment venir pour toucher. Je pense qu'ils frappent dur tous les deux naturellement. Et comme ils sont face à quelqu'un qui va pas tomber, est-ce que ça change réellement est-ce que ces 10-15% d'appui changent réellement alors que ça peut peut-être leur augmenter leur précision de 20%? J'en sais rien. Mais voilà, ça ce serait mon conseil aux deux. Alors j'ai commencé du côté de Gaethje. Qu'est-ce qui a bien fonctionné pour lui? Ce sont les fuck you kicks, on va appeler ça comme ça. Il en a envoyé 2 ou 3 dans le premier round, ça fait bien mal. Et puis on a l'impression qu'il les a un tout petit peu oubliés. D'ailleurs, les low kicks de manière générale, il les a moins envoyés. Et pourtant, ça fonctionnait plutôt bien. Ce qui a très bien marché pour lui, il l'a fait 2 fois, c'est entrer en lutte, pas spécialement pour amener au sol, mais c'est juste pour pouvoir frapper en sortie de clinch. Il y a un petit défaut chez Fiziev, c'est quand il y a une sortie de clinch, c'est vraiment se dire, ok, il va reprendre sa distance, je vais reprendre ma distance, mais en fait, si tu restes sur lui, il y a vraiment des grosses ouvertures là-dessus. Donc, ce stratagème, j'ai appelé ça comme ça, avait bien fonctionné. Je pense qu'il doit continuer à avoir une stratégie autour de ça, surtout qu'il amène au sol réellement en fin de 3e reprise, et Fiziev pourrait se dire, tiens, il va peut-être vouloir me lutter, et donc ça pourrait laisser davantage d'ouverture. C'est vraiment inclure la lutte pour avoir une information supplémentaire qu'il envoie à Fiziev, ce qui pourrait lui permettre d'avoir des ouvertures supplémentaires en pied-point. Et alors, ce qui a bien fonctionné pour lui aussi, c'est un peu un système anti-clinch.
avec des frappes incessantes quand Fiziev cherche à venir clincher. Donc à un moment, il met un très beau frame pour venir mettre un uppercut derrière. Mais sinon, de manière générale, avoir un Fiziev qui vient te prendre au clinch et toi que tu frappes comme une brute, n'importe comment, crochet corps, uppercut, crochet arrière, ça a bien fonctionné pour lui. Il y a un truc qu'il a bien fait 2-3 fois. C'est risqué si son adversaire met un genou. Si Fiziev met un genou à ce moment-là, c'est risqué. Mais il l'a fait une fois, c'est baisser la tête pour mettre un très court overhand comme ça. Franchement, ouais, je pense que ce système-là peut bien fonctionner parce que Fiziev, potentiellement, il veut casser la distance. Assez souvent, il veut rester au boxing range, au clinch. Il a un très bon clinch, il a des bons genoux au clinch, ça peut bien fonctionner. Donc ce système-là avait bien fonctionné pour lui et je pense qu'il doit continuer là-dessus. C'est vraiment, tu viens au clinch, je vais frapper. Je vais pas commencer à chercher à pummel, à frame pour pousser. C'est soit j'ai frame avant et je te frappe et tu ne prends même pas le clinch, soit c'est une fois que tu es au clinch, je frappe jusqu'au moment où tu lâches sans me mettre à risque de prendre un genou ou un coude. Alors selon moi, ce que Gaethje peut chercher à faire plus, en plus des points communs que j'ai dit, donc construire son jeu, frapper moins fort, construire à partir du jab, gestion de l'espace, c'est frapper un peu plus le corps pour virer à la tête. Je pense que j'ai plus les stats, j'aurais dû garder UFC Stats ouvert sur mon PC, mais vous iriez voir vous-même si ça vous intéresse. Mais il n'a pas envoyé beaucoup de frappes au corps. Pourtant, quand il envoyait au corps, il y avait un haut degré de précision. Et je pense que si tu frappes au corps Fiziev, ça peut ouvrir des frappes à la tête par la suite. Je crois qu'il doit avoir des réponses en contre sur les switch middle de Fiziev parce qu'il n'en avait pas. Et alors, si son jab passe bien, il y a deux armes qui peuvent être de très bons follow-up sur les jabs. C'est son high kick qui est bien passé contre Dustin Poirier et ses uppercuts qui sont bien passés dans le troisième round contre Fiziev. Et c'est vraiment une arme qu'il a ajoutée à son arsenal qui passe de mieux en mieux ce uppercut arrière. Et Fiziev, il a cette tendance de temps en temps à esquiver un côté, esquiver l'autre côté. Donc, si le jab passe bien, s'il pistonne bien avec son jab comme il l'a fait dans le troisième round de leur dernière rencontre et que Fiziev commence à pencher du côté du high kick arrière, je pense que ça peut être... Voilà, ça peut être une arme. Et puis finalement, la fin du combat, ça se passe sur un takedown réactif qui passe. Pourquoi pas intégrer ça? Je sais que je rêve, je fais des plans sur la comète. Ouais, c'est ça qu'on dit? Des plans sur la comète, peu importe. Mais on peut toujours voir un Justin Gaethje qui décide d'un tout petit peu changer son approche et de revenir un peu sur les basiques et de venir lutter quelqu'un face auquel, si tu peux prendre une minute en fin de round, ça peut être intéressant, surtout quand on voit que le premier et le deuxième round de leur combat étaient relativement compétitifs. Alors, je vais peut-être en parler maintenant, mais pour moi, la décision, j'avoue que le 18, je le trouve sévère. Le juge qui met un 18 dans la troisième reprise, je trouve ça sévère. Je suis le premier à vouloir qu'on soit plus généreux sur les 18, mais là, c'était un tout petit peu trop généreux à mon goût. Par contre, pour moi, en revoyant le combat, c'est relativement simple. Le premier round va à Fiziev, 2 et 3, ça va à Gaethje, donc voilà, il y a un juge qui donne 29-28 Gaethje et pour moi c'est celui qui... Non, il y en a deux qui le donnent. Ouais, voilà. Il y a deux juges qui donnent 29-28 à Gaethje, mais je pense que c'est ça, ils sont pas d'accord sur le 1 et 2. Pour moi, le premier round va à Fiziev, le deuxième à Gaethje et le troisième à Gaethje de nouveau, mais pas avec un 10-8. Alors du côté de Fiziev, ce qui a bien fonctionné pour lui, c'est taper le corps. Les tips ont très bien fonctionné. Les genoux qui viennent de loin, les genoux au clinch, quelques middle sont bien passés. À un moment, il envoie un crochet de très loin aussi au corps. Ça a bien fonctionné. Donc voilà, les frappes au corps, il doit continuer là-dessus. Et les low kicks à sec. Les low kicks à sec. Les low kicks à sec sont très très bien partis. Donc clairement, quand tu regardes les stats de ce combat, Gaethje était plus en mode arracheur de tête. Le volume de Fiziev a beaucoup plus touché au corps et aux jambes. Il n'a pas beaucoup touché la tête. Proportionnellement, c'était vraiment pas ouf les stats. Donc voilà, il doit gagner ce combat avec les deux niveaux du bas. Ce qui peut chercher à faire davantage, en plus des points communs, de nouveau, c'est plus de changement de rythme. Je trouve qu'il est fort, ça travaille fort en burst, mais c'est quasi toujours la même chose. À la limite, on a l'impression d'être sur un moniteur à l'hôpital, alors qu'au début du troisième round, il tape une grosse accélération. Et on sent que Gaethje n'était pas 100% à l'aise à ce moment-là. Et donc, je pense qu'il pourrait vraiment se permettre de faire des vraies accélérations à certains moments du combat pour changer le rythme, tout simplement, pour reprendre la main et le contrôle de ce rythme. Mais attention, cardio. Ça peut puiser dans le cardio de faire ça, donc il doit vraiment avoir confiance en sa capacité à garder un rythme intense face à un Justin Gaethje qui va garder ce rythme intense sur les 15 minutes. Donc clairement, c'est mon deuxième point d'ailleurs, c'est la gestion d'énergie. Il doit trouver un moyen de rester
performant dans le troisième round, parce que l'entrée de ce troisième round, les gens se posaient des questions. Il était probablement décisif, il était réellement décisif, et il n'a rien pu produire dans ce troisième round face à un gars qui l'a jabé. Et ça, clairement, c'était potentiellement une question d'énergie. Et alors, je pense qu'un truc qu'il doit absolument faire, c'est forcer Gaethje à manquer sa cible. Je ne sais pas comment Max Holloway a fait, il faudrait vraiment analyser ça, mais quand on regarde Gaethje sur ses dernières victoires, il est toujours aux alentours de 70% de précision offensive, c'est un truc de fou. Contre Max Holloway, il était à 50%. Et je crois que Max Holloway avait vraiment ce truc de poup, je touche ton nez, je bouge, je touche ton nez, je bouge. Et Gaethje, il essaie de frapper fort, mais dans le vent, ça fatigue, ça frustre, ça rend frileux par rapport aux feintes aussi. Ça va diminuer le volume en fil de combat, parce que si à chaque fois que tu envoies, tu passes à côté, à partir d'un moment, tu vas plus envoyer. Donc je pense que voilà, trouver un système pour forcer Gaethje à rater, à manquer sa cible, à taper à côté, à taper fort à côté. Voilà, peut-être un système de feinte, ce genre de choses, ça peut bien fonctionner pour Fiziev. Alors, les pronos. Selon notre sponsor Unibet.fr, c'est Raphaël Fiziev le léger favori du combat grâce à sa cote à 1,70 contre 2 tourons pour Justin Gaethje. On est légèrement plus serré qu'un 55-45 et je vous avoue que j'aurais fait les cotes inverses si on m'avait demandé, voire même 60-40 pour Gaethje, parce que pour moi dans le premier, comme je disais, c'est un 29-28, il prend le 2 et le 3. Le round le plus clair, c'est le 3, où il fait de bons ajustements qu'il est, selon moi, capable de reproduire dès le début de ce prochain combat. Je trouve pas qu'il y ait plus d'axes d'amélioration d'un côté comme de l'autre. Je pense que sur ma liste, on est grosso modo à la même chose, même peut-être un tout petit peu plus du côté de Gaethje. Les facteurs X, à la limite, si ça doit pencher d'un côté, je dirais que ça penche du côté de Gaethje. Et donc voilà, si je me base sur ce que j'ai vu dans la cage, j'ai envie de dire 55-45 Gaethje. Et si j'ai envie d'en plus de ça alimenter sur le narratif et sur les facteurs X, ben, je pencherai un peu plus du côté 60-40 que revenir vers le milieu. Donc voilà, mon pronostic, ça va être un remake. Justin Gaethje à la décision. Comme je le disais, les deux sont durables. Ça va être difficile de sortir l'un et l'autre du combat. Je pense mettre une unité dessus, mais ça, on en parlera jeudi avec Brian. Donc voilà qui clôture cet épisode. Vous le savez, pour regarder les UFC en France, c'est sur RMC. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas dit, mais voilà, on est affilié à RMC aussi. Donc, on vous met le lien d'affiliation en description. Ça vous permet, sans payer plus, de vous abonner à RMC, tout en soutenant Fight Minds et notre travail. Bon, nous, on se retrouve demain pour l'analyse du combat principal. Ce sera avec Brian qui est de retour. Jeudi pour l'analyse de la carte principale sous l'angle des cotes de Paris. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer tout ça. Je vous souhaite une bonne journée. Et aussi, vous avez vu, on est de plus en plus actifs sur les réseaux, Instagram, Twitter. Donc pensez à nous suivre pour nous donner de la force. Belle journée à tous.